On va changer complètement de décor, d'ambiance, sujet plus léger, la Fashion Week à Tel Aviv, deuxième édition. Rudy Saada s'est rendu pour nous hier soir à la soirée de clôture de cette semaine de la mode. Reportage, on en reparle juste après avec Kevin Grandel de Keating. Pour la seconde fois en un mois, Tel Aviv a vécu au rythme des défilés avec la Fashion Week qui s'est achevée hier soir. Deux Fashion Week en un mois, cela s'explique par la séparation des deux organisateurs, Ofer Lev et Moti Reif. Ce dernier étant à l'origine de cette Fashion Week dissidente. Si la Fashion Week officielle mettait en avant de jeunes talents de la mode israélienne, cette Guindy Fashion Week misait sur un plateau de créateurs israéliens plus confirmés, des stars comme Bar Refaeli et des moyens colossaux. On ne peut pas comparer, la première Fashion Week c'était assez authentique, ça représentait plus vraiment Israël comme il est, et celle-ci on voit qu'il y a beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'argent, mais d'un côté c'est beaucoup plus chic et on peut mieux apprécier les shows et les défilés. Cette démesure, les fashion addicts la doivent à un grand promoteur immobilier mécène de l'opération. Voilà qui explique le choix d'un lieu pour le moins insolite, un gigantesque chantier habillé de lumière et de boules à facettes géantes. Sur les podiums, il y avait comme un goût de haute couture avec une touche israélienne qui commence peu à peu à se dessiner. Le style israélien ressemble beaucoup à Cavalli, beaucoup. C'est beaucoup de paillettes, des couleurs très ouvertes, très sexy. C'est pas quelque chose qui toutes les femmes par le monde entier peuvent porter. C'est amical, c'est vraiment plus accessible, quelque chose qui peut être intéressant pour plein de personnes. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut encore travailler pour arriver à un meilleur niveau, parce que le prestige, c'est quand même quelque chose d'important dans la mode. Pour cette soirée de clôture, beaucoup de beau monde, dont Adi, Miss Israël 2009, qui a apprécié l'atmosphère entre luxe et convivialité. Mise en scène par le directeur artistique argentin Marcelo Burlon, cette Fashion Week de la démesure semble vouloir faire rentrer Tel Aviv dans le concert des plus grandes places de la mode internationale. Travailler avec des Israéliens a été pour moi une aventure formidable. Collaborer avec Moti Reif, ça a été génial. Il a beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai travaillé pendant 10 ans à Milan, j'ai créé beaucoup d'événements. Et venir ici, en plein cœur du Moyen-Orient, c'était quelque chose de fort. Je me sentais en sécurité. Une vraie belle expérience et je pense qu'Israël a vraiment quelque chose de spécial. Les gens ici sont spéciaux et pour moi, c'est déjà beaucoup. Si le monde médiatique israélien attendait avec grande impatience cette Fashion Week dissidente, la Guindy Fashion Week vient finalement compléter l'original en jouant la carte du luxe et de l'extravagance. Les gagnants de cette guerre des Fashion Week restant bel et bien les créateurs israéliens. Luxe, extravagance, vous êtes avec nous, Kevin Grandel de Keating, pour parler de cette Fashion Week Guindy Tel Aviv. Vous y étiez l'année dernière, vous êtes revenu cette année, c'était comment? Et cette année, c'était super. Par rapport à l'année dernière ou c'était super dans l'absolu? Parce qu'on est un peu sceptique. Quand on parle de mode en Israël, il faut quand même avouer qu'on est sceptique. Ce que je peux comprendre. C'est vrai qu'en fait, ils ont vu cette année les choses en grand. C'était hyper bien organisé. On pouvait dire qu'ils accédaient enfin à un niveau international. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut attendre d'Israël que ce pays trouve sa place sur la scène internationale dans le milieu de la mode? Est-ce que vous êtes en train de voir les prémices d'une prise de position israélienne en matière de mode? Eh ben, je pense qu'on peut parler effectivement de prémices. C'est difficile de comparer une Fashion Week quand nous, Parisiens, on arrive à Tel Aviv. Donc, je pense qu'ils sont vraiment dans un moment où les choses avancent à Tel Aviv.
c'est comme une sorte de... J'ai trouvé que c'était une sorte de laboratoire et qu'on avance vers des choses qui sont intéressantes en matière de mode. Alors, par exemple, cette année, par rapport à l'année dernière, si vous devez dresser une comparaison entre les 2 années, je crois que l'année dernière, la Fashion Week était parrainée par Roberto Cavalli. Cette année, c'était beaucoup plus libre avec tous les designers et les stylistes qui sont venus présenter leurs œuvres, leur art, parce que finalement, la mode, c'est aussi un art. Cette année, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y avait de piquant, d'intéressant? Et bien alors cette année, moi ce que j'ai trouvé vraiment de très intéressant, c'était que ce soit organisé dans cet endroit qui était assez extraordinaire en fait, d'être sur un chantier de... Alors voilà, on rappelle où ça s'est déroulé, où cette Fashion Week s'est déroulée. C'était dans les Tours Guindy à Tel Aviv, un projet en construction. Donc voilà, un décor particulier. Un décor qui était très particulier, qui était très bien orchestré par Moti Raif et par... Marcelo Burlon qui a mis en scène, orchestré cet événement. C'était vraiment très intéressant. En plus, on a pu voir une multitude de designers qui ont su montrer... moi, j'ai trouvé qu'ils ont su montrer leur créativité de façon très éclectique. Alors justement, vous parlez d'ambiance. L'ambiance était sympa, le décor était agréable. Les stylistes, est-ce qu'il y a certains stylistes israéliens qui se sont pour vous démarqués du lot, certains stylistes qui ont retenu votre attention? Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Dodo pour Pas Pour Moi. Je trouve moi qui suis cette designer, je trouve qu'elle a su jouer avec les couleurs, avec les ambiances. Elle a su recréer une ambiance de Dolce Vita à l'israélienne. Et ça a donné beaucoup de goût, de créativité à cette Elle pourrait facilement s'exporter en France, en Europe, aux États-Unis. Je pense qu'elle pourrait s'exporter facilement aux États-Unis, par exemple. Peut-être plus qu'en France, qui est un pays où on a plus des codes traditionnels de mode. Alors qu'aux États-Unis, peut-être, ils accepteraient ce décalage sur soi-même. En préparant cette émission, vous nous parliez aussi de Dani Mizrahi, l'un des stylistes qui s'est fait, particulièrement on le voit sur cette image, qui s'est fait remarquer à cette Fashion Week. Vous avez apprécié son travail, vous avez remarqué ses pièces, ses créations? Oui, moi je trouve que ce qu'il a su faire, c'est peut-être celui qui s'approche le plus de ce qu'on pourrait appeler la haute couture à la française. Il n'hésite pas à mélanger les matières, les formes, la symétrie, les couleurs. Non, vraiment, je trouve qu'il a fait un travail plus de couture par rapport aux autres. Alors justement, vous, en tant que spécialiste, c'est quoi le petit truc que vous donneriez aux stylistes pour les aider à pénétrer ce monde de la mode internationale, pour les aider à changer finalement, à faire ce switch qui manque aux stylistes israéliens? Selon vous, c'est quoi qui leur manque? Je pense que ce qui leur manque, c'est peut-être de la rigueur. C'est de la rigueur et peut-être, je pense qu'ils n'hésitent pas à aller dans une certaine folie, d'essayer des choses et peut-être d'essayer d'être un peu plus conformiste serait peut-être pas plus mal. Finalement, ça participerait à l'extension et à la propagation de la mode israélienne. Est-ce que vous pensez que les prochaines éditions de la Fashion Week pourront éventuellement inclure des partenariats entre des créateurs français, des créateurs israéliens? Est-ce que c'est prévisible? Je pense que c'est tout à fait envisageable, d'autant plus qu'on est en train, effectivement, le travail qu'a fait Rani Rahav autour de cet événement était assez exceptionnel et qu'on est en train d'arriver à un moment où des partenariats, effectivement, peuvent se faire avec des designers d'autres pays. Bon, alors on attend ces partenariats qui nous serviront en Israël parce que en tant que Français en Israël, il faut dire que parfois on est un peu décontenancé, un peu de ce qu'on voit dans les rayons finalement. Non, mais ce que je peux comprendre, en même temps, c'est un pays qui est assez neuf et qui a ses repères à trouver, sa culture de mode à faire. En tout cas, on vous attend de pied ferme en Israël pour quelques conseils et suivre les événements qu'on espère nombreux de la mode israélienne. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a lancé une chaîne de mode israélienne il y a peu de temps, une chaîne qui a été lancée sur la 8e chaîne israélienne.
peu à peu, on s'approche de la Fashion TV à l'israélienne. Merci Kevin d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. Et on revient avant de refermer cette édition sur les principaux titres de cette matinée avec la fin de la grève des infirmières. Après 19 jours de grève, les infirmières israéliennes ont donc trouvé cette nuit un accord avec le Trésor, 1350 shekels de salaire supplémentaire dans les 4 années à venir, une amélioration de 14%, un accord que les infirmières ont qualifié d'historique. Et puis toujours en Israël, le Likoud a répondu à la condamnation européenne des constructions en disant, je cite, « La gauche attaque le gouvernement pour des raisons politiques en profitant des critiques de l'Europe contre Israël. Nous regrettons que la gauche préfère momentanément des fins politiques au détriment des intérêts vitaux de l'État d'Israël. » L'actualité en Syrie également, des négociations étaient en cours hier pour faire sortir les rebelles syriens du camp palestinien de Yarmouk à Damas et le tenir à l'écart du conflit en Syrie. Et ce, après, je vous le rappelle, de violents combats entre pro et anti-régime selon une association de secours palestinienne. Quelques 100 000 des 150 000 habitants de Yarmouk ont donc fui le camp et un grand nombre d'entre eux se sont installés dans des jardins publics et des places à Damas, mais également au Liban. C'est ce qu'a affirmé la sécurité libanaise. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a été transféré hier soir sous haute protection vers un hôpital militaire dans le sud du Caire où il doit subir un scanner du crâne une semaine après s'être blessé dans sa douche en prison. C'est ce qu'on a appris de sources sécuritaires. Arrivé en Algérie hier, du chef de l'État français, François Hollande, a été accueilli par une foule en liesse. Le président français y a affirmé qu'il n'était pas venu faire repentance ou excuse, mais dire la vérité. Écoutez-le. Mais moi, je ne suis pas là pour ouvrir les placards. Je suis là pour que nous construisions une nouvelle maison ensemble. C'est-à-dire que nous puissions travailler avec l'espoir de bâtir. Et pas simplement de faire que nous ne puissions pas avancer parce qu'il y aurait trop de sujets. Vous me demandez quel est le sujet le plus important, c'est l'avenir. Ce déplacement, il est fondé sur l'avenir. Ensuite, sur le passé, vérité, ai-je dit, reconnaissance de ce qu'a été un système, le système colonial, j'aurais à m'exprimer, mais je ne viens pas ici, parce que c'est ni ce qui m'est demandé, ni ce que je veux faire repentance ou excuse. Je viens dire ce qu'est la vérité, ce qu'est l'histoire. Dire la vérité et l'histoire, on en a parlé dans cette édition, un grand projet donc de François Hollande. Et c'est sur ces mots que nous refermons cette édition. Demain, tenez-vous bien, édition spéciale Fin du monde. Restez avec nous, on se retrouvera même heure, même chaîne. Merci à ceux qui ont permis de réaliser cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain. D'ici là, portez-vous bien.